La dérégulation des marchés financiers du début des années 1980, encouragée entre autres par le Fonds monétaire international, a conduit à une croissance exponentielle des volumes financiers détenus dans les paradis fiscaux. Ici, on ne parle plus en milliards, mais en milliers de milliards. D'après les derniers chiffres dont on dispose, il est question de 20 000 milliards de dollars. Cela fait beaucoup d'argent. Pour donner un ordre de grandeur, cela serait suffisant pour régler l'ardoise de la crise économique actuelle. Et si des impôts étaient perçus sur les intérêts que rapporte cet argent, nous pourrions financer l'intégralité du plan anti-pauvreté des Nations Unies. La crise financière de 2008-2009 a conduit les gouvernements du monde entier à lancer des plans de sauvetage des banques. Avec 1 800 milliards d'euros, le plan de sauvetage britannique sera le plus important de tous. Ici, le séisme bancaire fut tel que la commission du Trésor de la Chambre des communes prit la décision d'examiner de plus près le rôle du secteur financier dans le déclenchement de la crise. Could you tell me how many subsidiary companies your group uses and are incorporated in the Isle of Man? I don't have that number with me. I'd be happy to look into it. Well, according to the return that your group company put in last year, you have 30 subsidiaries operating in that jurisdiction. Can you tell me how many subsidiary companies you have operating in Jersey? I don't have that number with me either. The number is 38. Can you tell me how many subsidiary companies of your group are incorporated and operating in the Cayman Islands? Same answer. You have 181. Now, of course, all of these are well-known tax havens which are used by companies, and a cursory reading of your group returns shows that you have over 300 such companies operating in tax haven jurisdictions around the world. Pourquoi donc Londres maintient-elle la fiction de ces territoires d'outre-mer? Jersey, Guernesey, Île de Man, Sark. La démonstration a été faite, preuve à l'appui, que de l'argent sale transite par ces zones de non-droit. Et quand la City a de l'argent qu'elle préfère ne pas manipuler directement, elle l'envoie à Jersey. Pourquoi Jersey? Parce que la législation y est défaillante. Il y a le secret, le système des trusts. C'est tout ce système qui donne à Londres cette couleur, cette touche offshore, si utile au travail des banques au sang plus bleu. Observer le monde offshore est un exercice complexe, parfois déconcertant, souvent effarant. John Christensen travaille comme conseiller en développement en Malaisie lorsqu'il est confronté pour la première fois aux paradis fiscaux. C'est là que sont détournés des fonds d'épargne des agriculteurs malaisiens. Désireux d'infiltrer le monde offshore pour en comprendre le fonctionnement, Christensen se fait recruter par une banque établie sur l'île de Jersey. Il devient ensuite conseiller économique du gouvernement de Jersey. John Christensen a passé 14 ans sur l'île. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs experts au monde des paradis fiscaux et du secret bancaire. Je n'aurais jamais imaginé que la criminalité que j'ai observée à Jersey puisse être possible dans une économie de marché. Des consortiums financiers londoniens se livraient à des délits d'initiés, tout cela dissimulé grâce à des compagnies offshore. J'ai vu des politiciens français et allemands avoir recours à l'offshore pour toutes sortes de fraudes et de détournements. Bien sûr, j'ai vu de l'évasion et de la fraude fiscale en quantité industrielle. Ça, je m'y attendais. Mais je ne m'attendais pas à d'autres formes de criminalité. Mais le plus frappant, et c'est peut-être ce qui m'étonne le plus, à Jersey, tout le monde savait, tout le monde était au courant. Chacun faisait preuve de ce qu'on appelle
la cécité complaisante. Il prenait le plus grand soin à ne rien voir, ne pas poser de questions, pour ne pas entendre de mensonges. Il savait très bien à quoi servaient ces sociétés offshore et ces trusts. Il y a une règle d'or chez les banquiers. Un banquier ne manipule jamais, au grand jamais, de sommes qui ne soient absolument immaculées. Vous pouvez en être sûr. Quand vous demandez à un banquier s'il n'a jamais eu de doute sur l'origine de l'argent, surtout si l'argent est géré par son établissement, il vous dira à coup sûr « Oh, on a tout fait, on a veillé à tout. On est en règle, on a répondu à tous les critères possibles exigés par les textes. » Il y a quelques années, un officiel britannique déclarait devant la Chambre des communes « Si vous voulez cacher une aiguille, vous la mettez dans une botte de foin. » Pour les circuits de blanchiment désireux de recycler l'argent sale, Londres est la botte de foin idéale. L'homme sait que la City a été le théâtre de quelques-uns des plus grands scandales financiers des années 90, comme celui de la BCCI, qui blanchissait l'argent de la cocaïne et du terrorisme international, ou encore celui de la Barings, coulé par les opérations déraisonnables d'un seul de ses traders. L'homme n'ignore pas non plus que c'est grâce à la City et à ses satellites offshore que des dirigeants nigérians, pakistanais, égyptiens ou thaïlandais ont pu escamoter l'argent de la corruption. Que les grandes multinationales et les oligarques russes ont réussi à dissimuler leurs fonds secrets, que les banquiers du Vatican sont parvenus à recycler l'argent de la mafia italienne. Autant de flux clandestins dont on ne découvre jamais l'existence, sauf accident. Chaque fois que je viens à Blackfriars Bridge, je pense à Roberto Calvi, retrouvé pendu ici en 1982 avec des pierres dans ses poches. Calvi, le banquier de Dieu, le banquier du Vatican. La City a toujours eu un rapport compliqué avec Dieu. Sa devise est « Domine, dirige nos ». Dieu nous guide. En fait, Dieu n'a jamais été le guide de la City. Le guide, ce fut l'évêque de Londres, venu accueillir Guillaume le Conquérant aux portes de la ville afin de préserver la liberté de la City. La City n'a jamais vénéré Dieu, mais elle a toujours vénéré l'argent. L'argent est un maître infiniment plus exigeant. Comme Dieu, il ne dort jamais, ses besoins sont sans limite, et il faut toujours les satisfaire. Londres est une tuyauterie complexe. Et cela ne fait aucun doute. Londres est un aimant pour les gens les plus riches du monde. Cela n'est pas un hasard non plus si cet argent est souvent douteux. Pourquoi Londres est si attractif pour ceux qui manipulent l'argent sale? À cause d'une croyance extraordinaire qui perdure depuis toujours, selon laquelle Londres est à la pointe. Londres est au premier plan. Londres est tout à fait spécial. On est là au cœur des standards de qualité. Cela a à voir avec le fait d'être anglais. Tout cela, pour le blanchisseur, c'est le visa ultime, l'imprimature, le sceau de l'excellence. Accueillir l'argent, le faire prospérer est une vieille tradition à la City. Et le respect des vieilles traditions est une seconde nature, presque une raison d'être pour la Grande-Bretagne. C'est ce chic indémodable, ce parfum de respectabilité dont raffolent les grands détenteurs de capitaux. L'idée selon laquelle les paradis fiscaux servent avant tout au blanchiment d'argent de la drogue par exemple, ou au recyclage de l'argent du crime, cette idée doit être écartée, c'est un enjeu mineur. Les paradis fiscaux servent d'abord aux banques les plus importantes, aux entreprises et aux élites les plus puissantes. Et tous ces gens utilisent les paradis fiscaux d'une façon qui, sur le papier, est totalement légale. Escamoter des flux financiers, les mettre à distance des contrôles étatiques, tout cela est désormais pratique courante dans le monde du grand business. Pour brouiller les pistes, les paradis fiscaux sont l'outil imparable. La clé des circuits offshore réside dans le secret bancaire.
Le secret bancaire n'est pas le fruit du hasard. Le secret est fabriqué, délibérément fabriqué, et ce grâce à des mécanismes légaux. La marche à suivre est assez caractéristique. L'argent avance par paliers. Qu'est-ce que j'entends par là? L'argent ne va pas directement d'Asie ou de Russie vers Londres ou les autres grands centres. Généralement, l'argent va dans des juridictions de première intention, Chypre dans le cas de l'argent russe. L'évaporation, l'escamotage de l'argent fonctionne selon un cycle. Un cycle où l'on transite par différentes étapes. L'argent est transformé, ses provenances se mêlent, et il devient presque impossible aux régulateurs d'identifier la source de cet argent. La plupart des trusts offshore que j'ai pu observer, y compris ceux que j'ai moi-même créés, ont adopté ce que j'appelle des flee clauses. Flee, F-L-E-E, du verbe s'enfuir. La flee clause leur permet de s'enfuir immédiatement. Au premier bruit d'investigation, ils disparaissent de la juridiction pour réapparaître plus tard sous un autre nom avec d'autres mandataires dans une autre juridiction. On n'est plus face à une poupée russe qui contiendrait une autre poupée. Là, on ouvre la poupée russe et l'on découvre que la poupée suivante a disparu. Et tout cela a été construit en toute légalité pour entraver ou empêcher toute investigation, qu'elle vienne de la police, du fisc ou de toute autre autorité.